Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Business et vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment votre authenticité peut vous aider à réussir dans le business. Alors, souvent dans la majorité des personnes qui font du coaching ou autre, on a un modèle de business qui est celui qui passe à l'action, qui est celui qui est enthousiaste, qui est celui qui fait les choses à fond en fait. Et quand on n'est pas nécessairement dans cette énergie-là, on peut peut-être se sentir un petit peu à part et se dire que peut-être que finalement la réussite et les stratégies de réussite, elles ne peuvent pas marcher que pour nous. Évidemment, si je fais cette vidéo, c'est que je ne pense pas ça. Je pense qu'on a différentes manières de fonctionner. Vous avez des gens qui vous disent qu'il faut se focuser sur un point et puis c'est tout. Vous avez des gens qui vous disent oui, il faut avoir une énergie enthousiaste, être extrêmement expressif et très très enthousiaste et l'exprimer pour réussir. Et je pense qu'on a la possibilité en fait de réussir sans ça. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur, le privilège immense d'avoir Luc-Marie Elissalde avec nous. Alors Luc-Marie, pour le présenter rapidement, est un homme multicasquette. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de bandes à dire en fait tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu as travaillé dans le spectacle, tu es producteur, tu es également coach en entreprise, tu es conférencier international, tu fais des tas de choses. Donc je te laisserai évidemment compléter ce que j'ai dit parce que j'ai certainement oublié plein de choses. Tu as de multiples entreprises, tu es également associé avec Laurent Marchand qu'on a interviewé également dans Business et vous et à qui tu es associé. Tu as également des espaces coworking avec lui en 330. C'est ça, on a un espace de coworking à Montpellier et un à Bagnols-sur-Cèze qui compte 400 mètres carrés. Ah, quand même. Il y a un autre qui va voir le jour. Ouais, c'est ça, on est en train d'avoir une réflexion sur le concept qu'on met en place sur ces deux coworking. Si on peut le développer à plus grande échelle, on le fera. Et ce que je trouve génial en fait chez Luc-Marie et Laurent Marchand et sur cette activité-là, justement sur le coworking, c'est que ce sont des gens typiquement, puisque je parle beaucoup de ça, qui créent leur monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des personnes à très haut potentiel, qui font des choses extraordinaires et qui ont le courage de monter des business qui vont évidemment leur profiter à eux d'une manière ou d'une autre, mais qui surtout en fait créent des réussites. Puisque ces coworking là sont des espaces ouverts dans lesquels on a des gens qui sont dans un état d'esprit de succès, très successful, très je veux réussir ou autre, et ça s'entraide entre eux, et ça fait des belles émulations et des très belles réussites. On a Céline Martinez qui fait partie de cet espace coworking, on a Anthony Nevo, on a des tas de réussites, et encore j'en cite, voilà, et du coup ça vous crée en fait une sorte de noyau autour de vous absolument hyper positif qui doit être hyper galvanisant pour vous, j'imagine. Complètement, il y a vraiment une synergie qui crée comme une spirale positive, et petit à petit, de manière assez douce d'ailleurs, il y a des énergies qui fusionnent et le partage fait qu'il y a de la cohésion, il y a de la cohérence, on est sur le développement d'affaires, des ressources mutualisées et vraiment c'est des choses qui deviennent exponentielles. Et on se rend compte, on est même surpris du côté exponentiel des résultats. Chacun développe son autonomie et son affaire et on mutualise les ressources qui permettent de créer des projets à la fois individuels et collectifs. Et on est vraiment dans un épanouissement assez curieux parce qu'on n'est plus des chefs d'entreprise isolés, on est un groupement de chefs d'entreprise qui développent des affaires communes et aussi des affaires individuelles, et ce dans vraiment une simplicité, une humilité, une joie de vivre porteuse de sens. Est-ce que c'est un petit peu comme cette histoire de co-création qui disait que, je ne sais plus quel auteur disait ça, ça m'échappe, qui disait en fait finalement qu'il fallait être autonome de soi-même pour pouvoir arriver à s'associer en vrai et à créer de belles choses en fait. Est-ce que ça ressemble à ça? Complètement. On n'est pas sur une interdépendance, on est où? C'est ça, l'interdépendance, j'ai oublié le mot, super, merci. C'est ça. On est sur une autonomie. Et c'est comme un peu une relation de couple. Quand deux êtres sont interdépendants, là ça devient compliqué, parce qu'on se sent justement en dépendance. À partir du moment où on est en autonomie, c'est là que je pense que le partage est juste. C'est-à-dire que chacun a son autonomie, il peut décider de vivre d'une certaine manière, et il peut aussi décider de partager. Mais le partage est vraiment un choix, et comme il y a cette autonomie, ce partage est une espèce de balance équilibrée qui permet de s'épanouir à l'intérieur de sa propre affaire et dans le partage en lui-même. Et du coup de grossir, de faire quelque chose de plus grand aussi en mutualisant justement toutes ces ressources. Exactement. C'est fabuleux, je le trouve. Alors du coup toi, Luc-Marie, tu es quelqu'un qui m'impressionne beaucoup de par ton calme olympien, ta stature. Tu vois, tu es quelqu'un d'extrêmement ancré, tu vas pas être quelqu'un à faire des effusions trop, à être très, finalement comme moi en fait en vrai, où je peux être très démonstratif, mais à la fois on ressent une énergie incroyable chez toi et ça se ressent dans tes résultats. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Je crois qu'en fait, on peut avoir la sensation qu'on est presque des opposés, mais en fait, moi je suis admiratif de qui tu es et de la générosité que tu peux offrir aux gens par une démonstration. Je crois que c'est une démonstration sensiblement différente
mais qui a la même volonté au départ, c'est-à-dire vraiment être pour moi dans le centrage, et puis dans l'écoute de l'individu, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse optimiser ses résultats dans la dimension professionnelle. Après, dans la dimension sociale et de communicant, c'est aller sur, je dirais, la plus petite particule de générosité qu'on peut offrir et partager avec les individus qu'on accompagne. Alors du coup, ce qui m'a surpris, tu sais, c'est que tu me dis justement que tu fais des conférences, tu en fais dans le monde entier. Je suis très impressionné de travailler pour des gros groupes. Donc tu fais évidemment, tu as une activité en ligne dans laquelle tu conseilles, tu es coach pour des personnes accessible, on va dire, et ensuite tu as une autre activité où tu agis dans le professionnel, tu es coach également, tu agis pour de gros groupes, donc du coup tu dois prendre la parole devant un public ou autre. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que ça a été plus difficile pour toi? Comment tu as géré cette transition et cette activité où tu as dû finalement faire des conférences à un moment donné? En fait, si tu veux, il y a une espèce d'excitation, plus le groupe est important, plus les enjeux sont importants, puisque voilà, hein, le simple fait du groupe, c'est porteur d'enjeux. Alors, je les ai faites tout seul, et aujourd'hui je travaille avec Laurent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence entre une intervention seule et une intervention à deux. Il y a un équilibre qui se crée dans l'échange à deux, qui fait que ça devient vraiment un jeu permanent. Et je dirais les conséquences du stress liées à l'enjeu du grand public sont divisées par deux dans l'absolu. Et au contraire, ça devient une stimulation. Et c'est vrai que je dirais qu'on bosse devant 50, 100 ou 2000 personnes. Il y a des caps à passer, des paliers à passer comme en plongée. Et une fois que tu es totalement immergé, très vite tu oublies l'histoire et surtout tu te concentres sur le message que tu dois faire passer. Laurent m'alloue souvent une réplique, je lui dis ce qui est important c'est pas le messager, c'est le message. Et c'est vrai que quand on est vraiment sur le fait de défendre, et toi tu es un homme de cause aussi, quand on défend ces causes-là, on s'oublie et c'est là qu'on devient a priori intéressant pour le public. Mais c'est vrai que notre priorité et ma priorité, c'est vraiment me concentrer sur le message pour que le message passe justement. Ouais, donc du coup ça t'enlève un petit peu toutes les appréhensions que tu peux avoir sur la forme finalement de comment tu vas livrer les choses, mais plutôt dire ce que je veux c'est livrer ça et après comment ça va arriver. Mieux ça arrive, mieux c'est évidemment, mais l'essentiel c'est que le message soit bon, quoi. Alors on a eu certaines surprises avec Laurent sur le fait de à certains moments, ne pas avoir de stress du tout. Ouais, vraiment, c'était à un moment donné, je me rappelle, on a fait une intervention pratiquement, je crois, il y avait 2000 personnes dans la salle Gaveau à Paris, ou peut-être un peu moins. Et c'est vrai que juste avant de monter sur le plateau, on s'est dit, mais comment tu te sens? Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que j'ai pas de trac en fait, alors que le trac, c'est quelque chose qu'on côtoyait assez fréquemment. Et puis, une fois qu'on est rentré sur le plateau, il n'y avait toujours pas de trac et on s'est dit, écoute, on continue comme ça et ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est des ambiances qui sont extraordinaires. Il y a une atmosphère et une communion avec le public, avec en plus, me concernant, une sensibilité à l'intériorité des individus qui sont en face. Alors les gens sont évidemment expressifs, mais dès qu'on peut aller chercher la perle de la vibration des individus avec qui on communique dans l'absolu, là je dois avouer que c'est un joli cadeau pour moi, ouais, tout à fait. Et tu as une préférence entre le coaching justement, le côté face à face avec une personne, ou la conférence? Est-ce que tu as une préférence ou pour toi c'est... Non, c'est deux univers qui sont totalement différents. Le côté intimité dans le travail que je fais, je bosse en accompagnement sur de la systémique. Ce côté intimité me plaît beaucoup parce qu'on est sur une intensité relationnelle et de précision très fine quant à l'accompagnement, pour guetter, je dirais, l'intonation de la voix, pour guetter, je dirais, le moindre micro-mouvement de l'individu pour pouvoir lui renvoyer et qu'il puisse l'exploiter pour servir son coaching. Sur une grande audience, c'est pas pareil, c'est une atmosphère de puissance énergétique où les gens, quand ils accrochent au message que tu peux passer, te portent. Et donc là, il y a une espèce d'exaltation, mais intériorisée pour servir au mieux, je dirais, l'audience et le message que tu veux partager avec eux, quoi. C'est vraiment un partage, voilà. Il y a une espèce de courte échelle entre le public et toi. Et du coup, ça devient, tu le vois, ça devient fascinant. C'est génial. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que là, on parle de coaching, on parle de conférences, mais que cet homme a 10 000 business. Donc, c'est impressionnant parce que vous savez, la majorité des coachs vont vous dire oui, il faut se focaliser sur un seul business ou l'autre. Lui, il en a 10 000 et ça, ils fonctionnent tous. Il a une réussite de dingue. On vous disait, il a le coworking, mais tu as également une boîte de prod, c'est ça? Ouais, je fais de la production audiovisuelle. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait, si tu veux. Je suis passé de différentes étapes par la comédie,
par le jeu d'acteur, par la direction d'acteur. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. La direction d'acteur, sur comment aller chercher la brillance de l'individu et qu'il puisse la constater et la faire vivre. Et l'exprimer, ouais. Ouais, ça c'est un truc qui est fabuleux. Et donc la production audiovisuelle, ben, c'est une, je dirais, la suite à donner, si tu veux, c'est que tu travailles sur l'interactivité et après tu peux le figer l'émotion et figer l'instant avec une image. Et ça, je trouve ça fabuleux que tu puisses, 10 ans après, regarder un truc et vibrer encore à ce qui s'est passé au moment où tu l'as filmé. Ouais, c'est fabuleux. Et tu tournes quoi, tes courts-métrages, longs-métrages? Alors là, je suis sur, je viens de faire des films, j'ai fait pas mal de films institutionnels, je suis assez sensible au graphisme de l'industrie en fait. D'accord. Donc il y a plein d'images qui sont intéressantes. Et après, au-delà de ça, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'humain, évidemment, tu peux t'en douter. Bah, évidemment, oui. Et là, c'est aller chercher les intentions profondes de chaque individu. Et là, je prépare actuellement un documentaire sur une personne qui est séropositive, qui est maman de 3 enfants, et qui a une philosophie de la vie qui est absolument extraordinaire. Ce qui résume cette femme, c'est la douleur est là et la souffrance est un choix. Et voilà, je l'accompagne sur un road movies, on va dire. Et ouais, c'est une très belle personne et je croise Tu du portrait. produis ça ou alors tu te le fais produire? Là, je produis. C'est toi qui mises sur ce C'est ça, documentaire. exactement. Et le modèle économique dans ce type de choses, comment toi tu t'y retrouves? Alors- Tu le vends à des chaînes? Comment ça marche? Alors voilà, c'est ça. Tu fais plus ou moins des préachats sur des chaînes qui sont intéressées par ton propos. Donc tu arrives avec un dossier, tu sollicites les chaînes sur la proposition de ton dossier. Et après, il y a plusieurs orientations possibles. Soit tu vas aller chercher des financements sur des fondations professionnelles, comme le CNC, voilà, des structures qui financent des projets. Soit tu vas aller solliciter des structures qui sont sensibles au projet et qui veulent, je dirais, le soutenir. Et après, ça peut être même le particulier par l'intermédiaire du crowdfunding qui sollicite des dons pour que le projet puisse aboutir. Alors j'ai vu la qualité des reportages que tu as fait, notamment sur les volcans. Tu m'avais montré La Bosnie, sur les pyramides de ouais, Bosnie. les pyramides de Bosnie que je trouvais absolument extraordinaire. C'est d'une beauté esthétique extraordinaire. Tu as fait des études pour ça? Tu as appris tout seul? J'ai appris sur le terrain en fait. J'étais très sensible à la photo et à la vidéo. Et en fait, j'ai pris une caméra, un appareil photo et puis je me suis formé. Et puis après, je suis parti sur des institutions qui étaient déjà existantes. Donc j'ai bossé sur des sociétés comme Kappa Drama, Kappa Entreprise. Des grosses boîtes de production audiovisuelle sur lesquelles j'étais second assistant, premier assistant et réalisateur. Et puis ça s'est fait comme ça petit à petit. Petit à petit, voilà, quand tu as drivé ta vie. Alors j'ai la sensation que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que tu as tout le temps, en fait, tu n'as jamais fait de concession. Tu as fait tout le temps ce qui te faisait plaisir. Et c'est fou parce que moi je suis très comme ça, mais presque je me le reproche, tu sais, de me dire, quand je vois des gens comme ça et comme Laurent Marchand, ça m'impressionne et ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, mais en fait, ces mecs-là, ils font 10 000 trucs, ils réussissent les 10 000 trucs qu'ils font, là où moi finalement on me les reproche, mais bon, je m'en sors pas trop mal quand même non plus, mais oui, quand même. Je m'en sors plutôt très bien, mais des fois je me dis, je me mets en vrac, au niveau du temps, de tout ça, et c'est assez chronophage, les gens me disent, même dans ma famille, je me dis, mais qui est fou cet homme, il fait 10 000 projets, il est fou, mais à la fois ça m'inspire parce que, tu vois, je me dis, il est possible de mener plusieurs projets à la fois, et voilà, et c'est quoi le secret pour ça selon toi? C'est quoi le secret de ça, selon toi, pour toi? Moi, je crois qu'en fait, c'est l'énergie que tu mets dans ces projets. Si tu es intègre avec cette énergie, les projets ils aboutissent. C'est très franco-français de se dire on a une spécialité et on reste là-dessus. Tu vas aux États-Unis, c'est pas du tout le même état d'esprit. Je crois qu'à partir du moment où tu t'autorises toi à réussir certaines choses, après évidemment on est comme tout le monde, il y a des difficultés, des zones d'inconfort et même des échecs, mais ils deviennent des apprentissages. Donc je crois qu'il faut mettre toute la foi qu'on a dans ce qu'on fait. Et je veux dire, tu fais pas de différence entre aimer ta femme et tes enfants. Donc c'est la même chose, quoi. Ou des amis, voilà. Je crois que on met de l'amour partout. Et moi, je pense que quand on met de l'amour dans ses choix professionnels, tout devient plaisant. Alors après, on se dit, il faut pas trop peut-être se disperser. Mais l'essentiel, est-ce que c'est pas de s'éclater dans ce qu'on fait De au se faire moment où on le plaisir, fait. ouais, bien sûr, de se faire plaisir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est le kiff, c'est très important pour moi. Moi, c'est une notion essentielle. C'est-à-dire que si je me fais pas plaisir dans ce que je fais, je me dis il faut que je change quelque chose. C'est ce que disait Steve Jobs et c'est tellement vrai. Alors du coup, Tu sais, j'ai une expérience, une anecdote à te raconter. Tu sais que j'ai réaménagé un espace de coworking qui est une ancienne magnanerie, donc on a fait 400 mètres carrés de travaux. Et sur cet espace, j'ai rencontré un homme qui est venu, qui était artisan pour moi, qui a travaillé 2 jours comme ça, avec un devis, une prestation, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu cet homme-là et je me suis dit, punaise, ce mec, il a vraiment quelque chose, quoi. Il a vraiment une sagesse qui se dégage de ce personnage. Et donc je lui ai proposé un deal, en fait. Je lui ai dit, écoute, on va continuer à développer le chantier. Et ce que je te propose, c'est que tu travailles un jour ici et moi, je travaille un jour avec toi.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et je suis parti, je me suis retrouvé, sans avoir jamais fait ça, à placer du revêtement dans un établissement scolaire en plein cœur de Montpellier. Et très franchement, j'en ai bavé, quoi. Parce qu'on portait des gros rouleaux de lino de 250 kg, enfin des trucs vraiment très très étonnants. Et ce que je trouvais intéressant, et c'est là que je pense que ça va te plaire, c'est que comme j'ai les tempes grises et que je bossais avec un mec qui avait une trentaine d'années, les gens qui étaient là, qui étaient différents corps de métier du bâtiment, me regardaient un peu dans le sens... tiens, voilà, à son âge, quand même, être larpette, parce que j'étais en apprentissage. Oui, tu étais le manœuvre, quoi. Exactement, comme un débutant. Et lui, il prenait aussi un malin plaisir à jouer le jeu du chef qui gouverne, tu vois, et ça m'amusait beaucoup. Donc il me disait, ben, fais ci, fais ça, allez, bouge-toi, etc. Alors, quand les architectes venaient, c'est ça, il me traitait un peu de manière autoritaire, et on connaît un peu le milieu du bâtiment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir justement à travailler cette humilité, tu vois, et à me retrouver les mains dans le cambouis, à être en difficulté parce que fatigué physiquement. Et ça a été une belle aventure. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je crois que même si on avance dans nos business sur des choses qu'on aime faire, il faut rester humble. Et le fait de travailler cette humilité te donne tout l'intérêt et la saveur de ce que tu es en train de faire sur les différentes activités. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une nouvelle activité, et tu le sais, quand on y met du cœur et de la précision, si on vit de ces périodes d'humilité, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Et tu parles en connaissance de cause, puisque tu sais qu'à l'intérieur de ton propre couple royal, il y a des choses qui connaissent la dimension de la souffrance. Je connais aussi ça. Et quand il fait juste bon, qu'on est juste avec des gens qui ont la foi dans ce qu'ils font, on n'a pas à se plaindre et au contraire on a à mettre toutes les convictions qu'on peut mettre dans les actes qu'on peut poser, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fabuleux, c'est vrai que c'est une bonne idée finalement de se retrouver dans des situations où on se dit tiens je vais me mettre dans un truc que j'aime pas trop faire ou en difficulté où vraiment je vais me retrouver en bas de l'échelle parce que voilà pour réapprendre cette humilité là. C'est vrai que c'est chouette, j'avais entendu une histoire comme ça de Oussama Hamar, tu connais peut-être, qui a une boîte de en gros il est actionnaire Facebook, je sais, il a fait plein de startups, il a levé plus de 200 millions d'euros et c'est un gars qui un jour en fait a décidé de vivre parce qu'il avait pris beaucoup d'argent et qu'il avait peur de perdre cet argent-là. Il a décidé je sais pas si tu connais cette histoire-là, il a décidé de vivre à la rue. C'est-à-dire de dire, voilà, il avait un appartement à Paris, il avait pris beaucoup d'argent, son argent commençait à fondre, il était tout jeune, et il avait tellement peur de perdre son argent qu'il en devenait esclave. Donc du coup, il s'est dit, ok, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et il a décidé, ce gars, de prendre un copain, de donner les clés à un copain qui partait aux Maldives pendant 15 jours. Il lui dit, tiens, voilà mes clés. Je te les donne, je m'enferme chez moi. Il est parti avec 100 sous et il lui dit ben voilà, je veux vivre à l'extérieur, je veux vivre comme de la rue dans Paris en fait. Et donc il a donné ses clés. Il disait qu'il avait passé les 4 premiers jours horribles parce que la rue, on y passe tous les jours, c'est cool, mais qu'en vrai quand on vit dans la rue et qu'on n'a pas de destination, en fait quand on va dans la rue et qu'on ne sait pas où on va. Il y a deux choses qui sont, c'est que ça fait peur la rue. La nuit, c'est vraiment flippant et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, on n'est vraiment jamais en sécurité. Ça salit la rue et du coup il a vécu 4 premiers jours horribles. Par contre, au bout de la 2e semaine, il dormait à l'hôtel parce qu'il avait appris à faire la manche. Et il se rappelait d'un livre qu'il avait lu qui était Petit traité de la manipulation pour les honnêtes gens et où il y a un article sur la manche et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit propre pour pouvoir faire la manche et à obtenir et avoir des résultats. Donc du coup, il trouvait le moyen d'aller se doucher dans les douches publiques. Enfin, c'était voilà, mais à chaque fois, il était propre. Donc du coup, ça lui permettait de vivre. Et il s'est dit, au sortir de cette expérience, il s'est dit, ben en fait, finalement, au pire du pire, je sais m'en sortir. Parce que je dors à l'hôtel. Et en fait, il est revenu chez lui, donc il a perdu tout son argent parce que du coup il a remisé, mais ça lui a permis de remiser sur d'autres business et de redécoller. Et aujourd'hui il a un incubateur qui marche super bien à Paris. Donc tu vois, c'est des belles cette anecdotes. humilité, c'est vrai que c'est de se dire, il y a la notion effectivement de se dire au pire du pire qu'est-ce qui se passe, c'est pas tellement grave, Et il y a cette notion effectivement d'humilité, de se dire bon. Je suis rien en fait aussi. C'est intéressant. C'est Tim Ferriss aussi qui en parle. Aussi, Et je trouve que ce que tu dis là, tu vois, sur la précarité fait peur. Mais si on est dans l'état d'esprit que tu définis, la précarité devient quelque chose d'intéressant parce que c'est une remise à zéro. Et c'est toujours un challenge si, je dirais, tu arrives à être constant dans ton énergie personnelle. La précarité, c'est plus une inquiétude. C'est presque un jeu de se dire, ok, je repars à zéro et je reconstruis. Et là, on se rend vraiment compte que c'est un état d'esprit, l'état de ton esprit au moment où tu es dans la précarité, qui fait que tu reconstruis et tu rebâtis. Enfin, on le voit, alors
pour l'avoir un tout petit peu expérimenté, quand on est dans une difficulté qui peut être financière, ben voilà, tu te dis ok, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai un petit slogan, je me dis, ça démarre aujourd'hui. Et quand on se dit ça démarre aujourd'hui, ben, tu vois ce que ça peut proposer. Ouais, voilà. Et est-ce que tu aurais, tu parles d'énergie, tu sais, tu parles de tout ça, et moi je suis très étonné, je croise beaucoup de personnes qui sont d'un certain niveau, d'un très haut niveau, et je n'imaginais même pas en fait à quel point ces gens-là sont très ouverts à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est des choses qu'on pourrait qualifier de perché, entre parenthèses, et je suis très étonné à chaque fois de la capacité qu'ont ces personnes à réussir de manière fulgurante, à le cacher finalement, ça parce que ils n'ont pas envie de passer pour des éliminés, ce que je peux comprendre. Du coup, est-ce que tu aurais des astuces justement pour arriver à ressentir cette énergie et arriver à ce que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, arrivent à apprivoiser cette notion-là? C'est des gens qui sont très loin de ça, de par le côté très mental ou autre. Et sincèrement, quand je dis ça, je parle pour moi aussi, parce qu'en vrai, moi je suis très dans l'énergie comme ça, j'envoie de l'énergie, j'utilise le mot énergie, mais en vrai j'ai du mal à être à l'écoute de moi, ou en tout cas c'est un vrai défi d'être à l'écoute de mon énergie, de me dire recentre-toi, arrête de bouger, mets-toi, voilà, mais ressentir cette énergie. Est-ce que toi tu as des astuces là-dessus? Parce que ça, j'ai la sensation, moi, que tu le maîtrises parfaitement, ce truc-là. Alors en fait, c'est un apprentissage. C'est un processus. Un processus. Il s'avère que il y a quelques années de ça, une quinzaine d'années, j'entendais parler de la méditation. Je me suis dit, tiens, la méditation, qu'est-ce que c'est? J'ai acheté un bouquin, tu sais, ça s'appelait Le Zen pour les nuls, là, tu sais, les bouquins jaunes, là. J'ai pris ça, j'ai étudié ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, c'est juste en pratiquant, avec de la constance, que j'ai découvert qu'il se passait quelque chose. Il se passe quoi? Tout simplement, à partir du moment où on observe son corps, dans son ensemble et dans son détail, plus on l'observe, c'est comme quand tu observes un tableau. Plus tu vas observer un tableau, plus tu vas aller chercher le détail du tableau, et plus ça va te nourrir de quelque chose. Et bien pour moi, l'énergie, c'est la même chose. Plus on va observer son corps, dans un premier temps de manière statique, puis après en mouvement, plus on va se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent, des micro-mouvements, et ces micro-mouvements, comme si tu fais ça avec ta main, vas-y fais-le, tu sens l'air, oui, voilà. Et bien si tu veux, quand tu es dans l'observation du corps, petit à petit, toutes ces choses-là, tu te rends compte que quand tu déplaces ta main, il y a une espèce de, comme un petit courant électrique, et voilà. Et plus tu vas aller chercher la finesse de l'observation et des ressentis, plus tu perçois cette dimension énergétique. Et évidemment, comme tu l'observes avec précision, tu t'amuses avec précision et tu peux canaliser cette énergie. C'est vrai qu'on est dans un monde où on est très corps physique, c'est-à-dire voilà comment ça marche mécaniquement, la médecine est très comme ça. On commence à peine à se dire bon allez, le corps psychologique, il se passe des choses avec les physiques, mais le corps énergétique est complètement oublié en fait dans notre monde. Comment peuvent faire les gens qui nous regardent pour justement s'éveiller à ce genre de choses et pas passer pour des fous en fait. Est-ce que tu penses qu'ils doivent en parler autour d'eux? Est-ce que tu penses qu'ils doivent se renseigner sur internet et puis et aller vers ça? Est-ce que tu penses qu'ils doivent essayer de convertir les gens avec qui ils sont? Je crois que moi, ce que je proposerais à ces personnes-là, c'est vraiment d'aller chercher l'expérimentation. Quand tu mets ta main à 3 cm de ta jambe, au début tu sens rien et puis après tu te dis mince, ça chauffe. Oui. Et pourtant tu touches pas la jambe. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose entre ta jambe et ta main. Et après tu le mets sur le visage de quelqu'un, tu sens aussi... voilà. Et en fait, si tu veux, je crois que c'est ça, c'est vivre de petites expérimentations, de voir, il fait froid, qu'est-ce qui se passe pour ton corps quand il fait froid? Tu vois, tu dis j'ai froid, mais qu'est-ce qui se passe pour ton corps quand tu as froid? Qu'est-ce qui se passe pour ton corps quand tu as chaud? Qu'est-ce qui se passe pour ton corps quand tu es en proximité, dans une réunion, à côté de quelqu'un? Voilà, c'est vraiment l'écoute du corps. Et du coup, le corps vient exprimer des choses. Tu sais, quand on a des spasmes comme ça, c'est une contraction, ces choses-là viennent exprimer quelque chose. Tu as une tension corporelle parce qu'il y a du stress, on le connaît ça. Hop, on a une tension, on détend et on observe ce qui se passe au niveau du corps. Et c'est cette observation, cette expérimentation de l'observation du corps qui fait que tu découvres des choses et tu les explores. Et j'aurais tendance à dire, juste faites ça, écoutez. Donc testez le côté, c'est vrai, ça vous faites ça sur votre jambe, je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est vrai qu'on sent à partir d'un certain seuil qu'il se passe quelque chose, et ça serait l'énergie justement. Exactement. Après tu peux t'amuser, tu vois, tu le mets près du ventre, alors tu peux le faire dévêtu, mais tu peux le faire aussi habillé, et puis au bout d'un moment tu sens qu'il y a une espèce de souplesse, c'est curieux, mais tu ne peux faire que ce constat-là, et tu t'amuses de ça, et c'est en explorant cette dimension-là, que tu découvres des choses qui sont tiens, c'est curieux, pourquoi ça se passe. En même temps, je ressens quelque chose et puis j'en discute avec un tel et lui me dit un peu pareil parce qu'il expérimente lui aussi.
c'est un jeu d'expérimentation sur des choses qui a priori ne sont pas palpables, mais quand on commence à les explorer, on se dit mais tiens, en fait c'est pas si impalpable que ça, quoi. Et ce côté palpable devient de plus en plus palpable. Et voilà, et on l'étudie, on l'approfondit et on découvre des choses assez surprenantes. Alors tu sais, merci beaucoup pour ces bons conseils. On a parlé de nos vies personnelles parce qu'on a traversé des difficultés tous les deux. Et c'est vrai que bon, ça fait partie de qui on est aujourd'hui et de la construction de qui on est aujourd'hui, de la force qu'on peut avoir et peut-être de la fêlure justement qui fait notre richesse quelque part. On a chacun son bagage. Mais justement, toi, à travers finalement ta carrière, j'ai la sensation qu'il t'est arrivé professionnellement, en fait, les choses ont progressé tout le temps et à la fois, j'ai l'impression que ta vie est partie en miettes à plein de reprises et que tu as tenu le cap professionnel. Comment tu as géré ce genre de choses? Je crois qu'il y a des valeurs qui donnent le rail, en fait. Quand tu es sur des valeurs comme l'honnêteté, l'intégrité, c'est des choses qui te donnent comme une ornière et que tu suis, tu vois. Et je dirais même comme une crémaillère, tu sais, le funiculaire là qui monte. Et tu n'as pas un grand effort à faire. Au début peut-être, est-ce que je choisis l'intégrité? Est-ce que je choisis autre chose? Est-ce que je choisis l'honnêteté? Est-ce que je deviens un filou, etc. Et puis petit à petit, tu te rends compte que quand tu fais le choix de certaines valeurs, c'est elles qui te portent à un moment donné. Et plus tu les nourris, plus elles te portent. Et là, ça devient, j'en frissonne un petit peu, ça devient un vecteur de sens. Force, en fait. Une force et un vecteur de sens. Un moteur presque. Ouais, complètement. Et puis en plus, tu le partages parce qu'il y a des gens qui te rejoignent sur ces valeurs-là. Donc du coup, ça devient à la fois jouissif, mais plus précis et puis ça rayonne. Et c'est ça qui est génial. Mais regarde ce qu'on partage là. Oui, bien sûr. Ce rayonnement, il est intéressant. Ouais, moi j'aime aussi. Ouais. Ça me plaît. Et c'est vrai que c'est. Voilà, moi ça me plaît. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'interviewer. Je savais pas trop sur quoi, mais je te trouvais intéressant. Donc tu sais quoi, je pense que les gens trouveront ça intéressant. Tant mieux. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur cet état d'esprit et sur ce travail des valeurs, bien, j'en serais ravi. Et il y a un dernier point qui m'est venu, que je voulais voir avec toi, c'est le principe de vulnérabilité, que je trouve intéressant parce que quand on est coach, quand on commence à avoir un certain succès, comme toi, comme Laurent Marchand ou autre, il y a un effet starification très fort. Il y a un effet finalement, je dois être le modèle absolument, l'exemple type de ce que j'enseigne, et je suis ok avec cette authenticité-là, sauf que on a tous en fait des moments et des défis, et moi je vois trop de coachs qui disent j'ai tout réussi, ou alors on a tous des défis en fait en vrai, et les gens disent souvent ouais j'ai dépassé ce défi-là, mais il est passé, maintenant j'ai réussi à le surmonter. Mais moi je trouve intéressant de se poser la question de savoir quels sont les défis que j'ai actuellement. Voilà, et toi tu es comment par rapport à toutes les personnes qui vous écoutent et que vous impactez, parce que vous impactez beaucoup de gens avec Laurent Marchand, comment t'es par rapport à ta propre vulnérabilité, tes propres pécadilles et tes propres soucis? Est-ce que tu en parles à tes coachés? Est-ce que tu en parles pas et tu dis bon j'ai pas envie de partager ça avec lui parce que je préfère lui montrer une image de quelqu'un de très ancré ou autre? Comment tu gères ça? Alors justement, moi je bosse en systémique, et ce qui est fabuleux, c'est que la systémique, pour que ça fonctionne, il faut être humble. C'est-à-dire que ton objectif, vraiment, principal, c'est l'avancée de ton client. Mais ce qui est génial dans la systémique, c'est que dans la progression de ton client, tu fais partie du système. Donc à partir du moment où tu es touché par ce que cette personne dit, tu peux lui exprimer. C'est-à-dire que tu peux dire, oula, je me sens agressé, ou je me sens touché ou je me sens vulnérable par rapport à ce que tu exprimes. Et après, la personne, où elle le prend et elle exploite pour développer son expérience pour elle, ou alors elle te dit, ben non, ça m'intéresse pas, je me sens pas concerné. Mais ce qui est génial, c'est que tu es dans une intégrité et une honnêteté sur cette méthode de travail qui te permet d'être très clair avec ton client pour servir son objectif de coaching, et en même temps ça te force à travailler l'humilité, parce que si tu es sur un quelconque pouvoir vis-à-vis de ton client, le résultat est diminué. Donc c'est une méthode de travail qui t'amène constamment, si tu veux qu'elle soit performante, à travailler l'humilité. C'est fabuleux. Ouais, c'est génial. Alors, merci beaucoup vraiment pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir. Marie, je suis très honoré que tu aies accepté cette interview. Pareillement. Très touché. Et comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Alors, vous allez avoir 12 sites internet qui vont s'afficher, mais comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Sur quoi tu aimerais parler? Ouais, il y a le site avec Laurent qui s'appelle Coaching pour réussir. On gère une société dont le nom et L2M, Laurent Marchand avec Marie. Et puis l'espace de coworking s'appelle Le Locomotive, LOCOMOTIV.com, qui propose des services de coworking sur Bagnols-sur-Cèze. C'est génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi, l'ami. J'ai envie de te hugger. Ah ben moi aussi.
Merci beaucoup. Merci à toi.